Bonsoir Marie. Bonsoir Marie-Angélique Savané, sociologue, militante féministe, femme politique également. Vous faites partie des pionniers dans la lutte pour la promotion des droits des femmes au Sénégal et en Afrique. Et si vos combats ont permis d'avancer certaines causes concernant les femmes, il reste quand même certains domaines où les femmes ont encore du mal à percer et je pense que la politique fait partie de ces domaines-là. Alors, leur leadership, les femmes, ne leur permet pas encore une certaine ascension en politique, même si avec la loi sur la parité au Sénégal, il y a désormais une bonne représentation des femmes dans les assemblées électives, en l'occurrence à l'Assemblée nationale. Alors, 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et plus généralement le mois de mars est consacré à la femme. On va essayer donc de comprendre au Sénégal quels sont les principaux obstacles qui empêchent les femmes d'avoir une certaine ascension dans le domaine de la politique. Vous savez, ça c'est la question fondamentale pour les femmes, parce que les luttes des femmes dans les années 60 par exemple, 70, 80, tournaient essentiellement autour de ce qu'on appelait la visibilité, l'intégration des femmes. La visibilité parce que les femmes n'étaient pas présentes ou représentées dans les différents secteurs, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit politique, au niveau le plus élevé, et donc n'avaient pas droit à la décision, et intégration parce qu'on avait réalisé que la plupart des programmes de développement des politiques publiques n'incluaient pas nécessairement les femmes. D'où l'évolution de la manière de penser des femmes pour arriver à ce qu'on appelait le genre, c'est-à-dire tenir compte dans tout ce qui se fait des relations sociales qui existent entre les hommes et les femmes et les intégrer dans les programmes publics, des politiques publiques, dans les programmes de développement et jusqu'au niveau du développement local, dans les projets, etc., etc. Donc, ceci n'était pas simple parce que beaucoup de gens pensaient que c'était seulement une question de visibilité, qu'il y ait une quantité de femmes visibles sur la sphère publique et le problème était réglé. Or, le problème que certains mouvements féministes, en l'occurrence un mouvement comme Yehui Yehui, a dit le problème ce n'est pas que ça. Le problème c'est d'abord et essentiellement les femmes qui sont insérées dans un système patriarcal et ce système est organisé de telle manière que les hommes, de par leurs privilèges, de par le pouvoir politique qu'ils ont établi une hiérarchie où les femmes se retrouvent au niveau le plus bas, tant dans la famille, ce qu'on appelle la sphère domestique, qu'à l'extérieur, ce qu'on appelle la sphère publique. Et c'est normal que les femmes, donc, ne pouvaient pas être représentées dans les assemblées électives, etc. Et même dans la sphère économique, dans le secteur privé aussi bien que dans le secteur public. Donc les premières luttes des femmes, c'était vraiment la visibilité. Comment faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui aient accès à l'éducation, qui puissent avoir les diplômes et la formation professionnelle qui s'y est, pour être partout où cela était faisable, au même niveau que les hommes. Ça, je pense qu'on a atteint ce niveau-là dans la mesure où quand même, il y a eu des centaines et voire des milliers de femmes qui ont pu avoir accès non seulement à l'enseignement primaire, mais surtout secondaire et le niveau universitaire qui a changé complètement la donne. On voit beaucoup plus de femmes visibles dans les sphères de haute compétence. Alors, mais ce faisant, le problème que l'on a découvert, que Yehui Yehui dénonçait depuis les années 80, qu'on s'est rendu compte, bon, mais c'est vrai qu'on a maintenant des postes de direction, les femmes sont devenues députées, elles sont éligibles, il y a des femmes dans les gouvernements, on en tient compte de plus en plus, mais comment se fait-il que les problèmes fondamentaux des femmes demeurent, qu'on n'y trouve pas de réponse et peut-être même s'aggravent dans bien des cas? Je prends un cas qui intéresse tous les hommes et surtout les femmes, c'est la polygamie. Avant, il fut un temps, les premières revendications des femmes depuis l'indépendance tournaient autour de l'abolition de la polygamie. Parce qu'un pays comme la Guinée de Sékou Touré l'avait fait, la Tunisie de Bourguiba l'avait fait, et les gens pensaient que c'était une étape
pour libérer les femmes. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que c'est pire. Les féministes sont-elles contre la polygamie? Oui, c'est un principe de droit, d'égalité. Pourquoi? Si un homme ne peut pas accepter que sa femme ait plusieurs hommes, pourquoi est-ce que les femmes, c'est elles qui doivent toujours accepter cela? Mais le principe de fond, c'est l'égalité. L'égalité dans l'accès aux droits, l'égalité dans l'accès aux opportunités, qui fait qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que, parce que beaucoup de femmes ont fait des études beaucoup plus longues, quand elles arrivent au bout du compte, elles ont du mal à trouver un mari. Et souvent, les jeunes femmes me disent, mais vous êtes quand même planquées, comme elles disent, mais nous, on a besoin d'être mariés, etc., etc. Bon, ça, c'est un jeu de dupes, un faux débat dans lequel je n'insisterai pas tellement, mais le droit à la contraception, le droit à la question de l'avortement, surtout dans des cas d'inceste évident, toutes ces questions, on ne les discute même plus. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas soulever ces questions, qu'aussitôt il y a une nuée d'hommes et qui ont trouvé des femmes pour les accompagner, parce que dans le cadre du 8 mars, j'ai reçu une vidéo où une femme s'en prenait, elle doit être Ibadou ou quelque chose comme ça, elle s'en prenait aux féministes en disant que ce sont des intellectuels, ce sont des journalistes la plupart qui sont dans les médias ou des femmes politiciennes. Or, elle oublie que dans le milieu rural, les changements profonds qui sont advenus, parce que les femmes ont commencé à comprendre le rôle qu'elles jouaient, son importance, et surtout le gain qu'elles apportaient dans la productivité au niveau familial. Vous allez dans n'importe quelle communauté maintenant, vous avez des femmes qui sont organisées en association, en groupement, et qui essaient, au même titre que les hommes, de contribuer au développement de manière générale de leur localité, mais aussi de leur foyer, parce qu'elles ont un apport significatif pour l'éducation des enfants, pour la santé des enfants, etc., etc. C'est évident que ces femmes ne sont pas celles d'il y a plusieurs années. Beaucoup d'entre elles ont pu avoir accès à l'école et à s'informer, s'auto-éduquer et même à participer à des formations. Je suis frappée souvent, quand je vais dans des localités, de voir qu'il y a des femmes qui ont suivi peut-être 4, 5, 6 formations dans différents domaines, parce qu'au Sénégal, il y a énormément de projets de développement et chaque projet a une phase d'éducation. Donc ces femmes ont compris leurs valeurs. Elles ont compris qu'elles jouaient un rôle important dans la société. Donc elles ont de plus en plus envie de l'exprimer à travers les lieux où les décisions se prennent. Et je pense que la loi sur la parité a aidé parce que ça a obligé. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas encore la qualité. On a obligé les hommes à avoir des listes paritaires, mais le choix de ces femmes n'est pas toujours adéquat par rapport aux besoins. Et pourquoi le choix n'a pas été optimal? Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire, ici, on est dans le domaine de la politique. Les gens cherchent une femme qui est capable de mobiliser. Si elle fait venir des électeurs, si quand il y a des problèmes, elle mobilise, on va la prendre. Elle n'a pas nécessairement la capacité, je ne dis pas qu'elle n'est pas éduquée, elle n'a pas nécessairement la capacité de jouer un rôle, parce qu'on peut être quelqu'un qui est animateur, qui est communicateur, mais qui n'est pas nécessairement armé pour pouvoir poser, articuler les problèmes des femmes et faire des propositions sur comment changer cette situation. Et c'est un peu le côté paradoxal qu'on a au niveau de l'Assemblée nationale. Je vois dans les pays anglophones, j'ai été un peu partout et j'ai vu que ce soit un pays comme le Ghana, mais surtout le Nigeria, mais surtout des pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, on est stupéfait de voir la place que les femmes jouent dans les assemblées et vraiment à un niveau le plus pointu, le plus élevé. Elles ont des caucus où elles s'organisent entre femmes pour préparer des lois, les faire passer. Elles se battent pied à pied avec les hommes. Elles ont fait changer beaucoup de choses. On n'a pas cette culture encore. Les pays francophones ont subi un grand retard. Parce que je me souviens, à l'époque, j'étais directrice régionale pour l'Afrique du FLUAP. J'avais organisé une série de rencontres avec les femmes députées, les femmes ministres de toute l'Afrique, pour essayer de voir comment on pouvait les aider à une formation, ne serait-ce pour élaborer des projets de loi. Et ça a eu un succès phénoménal.
dans les pays anglophones. Par contre, les francophones, on n'a pas vu émerger. Il y a eu à l'époque des programmes pour former les femmes au leadership. Le leadership, c'est un mot un peu fourre-tout, on met tout dedans, mais le plus important aujourd'hui, c'est que ces femmes qui sont à l'Assemblée, qui ne sont pas très représentatives, parce qu'on les a choisies, on voit bien, parce qu'elles ont une grande gueule, elles ont le bagou, elles savent se défendre, elles ont confiance en elles, mais l'Assemblée, c'est pas pour ça. Vous voyez, donc toute la conception qu'on a, c'est mettre une escouade de femmes qui vont venir, qui vont se battre, qui vont faire ceci, cela. Qu'est-ce qu'elles ont réalisé concrètement en termes de projets de loi, de discussion des projets de loi pour introduire la dimension femme dans ces différents projets, etc. etc. Vous n'êtes donc pas satisfaite de leur contribution? Toutes les politiques publiques, à l'heure actuelle, ne tiennent pas compte nécessairement de la dimension femme. Parce que les femmes qui sont là-bas ne sont pas armées pour discuter d'un budget avec une perspective des femmes, etc. etc. D'où on revient à la formation. Je sais que beaucoup de femmes se sont fâchées. Je me souviens à l'époque quand on a commencé à faire venir les femmes à l'Assemblée, parce qu'elles disaient oui, vous prenez des intellectuels, nous on est là, on mobilise, on fait ceci, parce que la fonction de député est vue comme une récompense et pas un service. Et c'est vrai que c'est les femmes qui vont devoir faire changer cette donne-là si on était beaucoup plus formés. Oui, c'est le genre de sujet qui traverse les différences partisanes. Et à l'époque, dans les années 84, quand on créait le Yehu, c'était ça. Dépasser les différences partisanes pour qu'ensemble les femmes, on puisse se mettre, qu'on puisse se réunir et essayer de voir quels sont les problèmes communs que toutes les femmes ont au Sénégal, qu'on les défende et qu'on avance petit à petit. Maintenant, c'est sûr, sur le plan idéologique, il y aura des différences. Il y en a qui voient beaucoup plus loin et d'autres qui ont des objectifs à court terme. Mais même les objectifs à court terme, il aurait été très important qu'aujourd'hui, on choisisse des femmes compétentes qui puissent aller comme Parlement de l'Assemblée nationale. Ça peut se faire aussi au niveau des communes. Dans les communes, il y a des problèmes encore beaucoup plus pressants, beaucoup plus difficiles, et il faut que les femmes soient armées pour pouvoir le faire. Vous me direz, les hommes ne le sont pas aussi. Mais nous, les femmes, parce que justement, on est porteurs d'un changement sociétal, c'est des femmes que viendront les changements. Ça, je le crois parfaitement, parce qu'elles sont tellement loin, c'est qu'en posant les problèmes qu'elles vont faire sauter des étapes aux hommes, à la gente masculine, etc., etc. Donc, la politique de ce point de vue-là était importante pour les femmes. Et en fait, on l'a compris seulement à partir de la conférence internationale de Beijing en 1995, quand les gens ont commencé à dire, maintenant, on a fait les différentes étapes, intégration au développement économique, droits des femmes, etc. Il faut là où les choses se décident, c'est-à-dire la politique. Et depuis lors, dans la plupart des pays, les gens ont fait ce travail de représentativité des femmes. C'est pas encore parfait. Il y a des pays où on voit la différence. Et c'est là où, à l'époque, on avait choisi Sankara pour signifier un peu la volonté politique. Vous voyez, quand un chef d'État décide, je vais donner les conditions pour que les femmes puissent être dans les lieux le pouvoir, ça marche. Aujourd'hui, le président Kagame, oui, il a fait de son assemblée une assemblée paritaire, non seulement en termes de nombre, mais dans la prise de décision, dans l'encadrement qu'on leur a donné, dans toutes les facilités qui ont été créées pour que ces femmes, à l'image des hommes, ou peut-être même plus, puissent aider dans les transformations sociales. Et on voit le résultat, oui, dans ce qui se passe dans ce pays, dans le domaine de l'éducation, dans la santé, l'hygiène, la prévention, etc. Et même dans le domaine du secteur tertiaire, où il y a beaucoup de femmes qui sont dans le numérique, etc. Le cas du Rwanda est intéressant parce qu'au-delà de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a des femmes qui occupent des postes de président d'institutions. Je pense que vous connaissez un peu le président Kagame, d'où lui vient, je ne sais pas, cette fibre-là de donner la chance à tous les genres. Vous savez, Kagame, j'ai eu à le rencontrer très tôt dans les années
2000, au début des années 2000, parce que j'étais la présidente du panel des personnalités éminentes qui s'occupaient de la gouvernance du MAEP. Et dans ce contexte-là, j'ai eu à le voir de près et à voir comment il fonctionnait. Lui, il disait très clair, je viens d'une guérilla, j'ai vu l'importance que les femmes ont joué déjà là-bas, mais je vois que le pays qui sort d'un génocide, ce sont une majorité de femmes qui sont là. C'est une majorité de femmes qui est là présente et qui doit travailler. Je ne vais pas aller chercher des hommes quand j'en ai pas. Et il dit qu'il s'est rendu compte du potentiel extraordinaire que les femmes étaient, et surtout parce que ces femmes-là étaient engagées, elles faisaient un travail de service avec un esprit d'abnégation qu'il ne trouvait pas. Et il s'est dit, si on veut changer une nation, il faut changer la condition des femmes. Il a compris ce que Ben Badis disait le siècle précédent, et qu'on a vu, comme Thomas Sankara a essayé de faire cela aussi, dans un pays comme la Tanzanie, Nyerere avait essayé, c'est-à-dire tous les leaders qui avaient une vision, disons, sociale, maintenant on ne parle plus qui était d'orientation socialiste, ont compris très tôt que si on mobilise les femmes pour la cause du bien public, le changement se fait. Parce que dès le plus jeune âge, elles peuvent encadrer les enfants dans les maisons, donner les premières formes d'éducation, etc., etc. Et le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé avec des gens convaincus, des femmes qui n'avaient pas d'autre objectif de chercher une femme, de faire ceci, mais qui ont travaillé pour la nation parce qu'elles ont compris qu'elles travaillaient pour la prochaine génération. Leurs enfants qui devaient sortir de la pauvreté, de la misère, etc., etc. Voilà le genre de choses qui manquent. Un pays comme le Sénégal, par exemple, on croit que parce qu'on est seulement libre de faire ce qu'on veut, on est libre d'organiser les femmes, mais on ne change pas les mentalités qui créent cette dépendance des femmes ou les mentalités qui font que les femmes acceptent d'être toujours dans un second rôle. Pas parce que ce n'est pas une histoire de seulement dire elle est derrière son homme et tout ça. Le problème n'est pas là, mais c'est que c'est une perte. C'est une perte en termes d'intelligence, en termes de savoir-faire, en termes de capacité de transformer les choses. Parce que vous ne pouvez pas avoir plus de 50% de la population et vous dire, bon, elles ne pensent pas, on les laisse, et vous agglutinez autour de gens qui ont tellement d'autres faux problèmes dans la tête qu'ils ne peuvent pas être productifs. Alors, Marie